Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est mercredi, on va donc faire un petit point sur les unités de temps intraday et les flux. Même si très sincèrement, on va aller relativement vite, puisque je ne vais pas vous mentir, on en a succinctement parlé hier. Bon, tout semble un petit peu débile à Wall Street et pendu au nez d'une seule entreprise, dont les résultats seuls et uniques représentent pas grand-chose pour le monde, mais ça semble représenter le monde entier pour le S&P 500, dont la résolution de la zone ici semble pendu au nez des résultats d'NVIDIA, qui, s'ils sont bons, nous envoient en ALTH, et s'ils sont pas bons, nous envoient à la cave à nouveau. Bref, c'est un peu débile, mais encore une fois, n'introduisez pas de subjectivité dans vos stratégies. Il s'agit juste de comprendre ce qu'est le trading à la base. Surtout ici, dans le cas dans lequel on est, c'est dans le biais technique. On introduit un biais technique qui est là pour produire une occurrence statistiquement viable sur un très grand nombre de trades. Ça ne garantit, et ça n'a jamais garanti, le résultat d'un seul trade. Ça ne garantit pas. Donc, clairement, ici, on ne sait pas. Et effectivement, si vous commencez à introduire d'autres facteurs extérieurs, genre peut-être que je devrais attendre Nvidia ou je ne sais pas trop quoi, bon, ça me paraît un petit peu con. Donc, comme d'hab, on respecte ces règles. Et ici, on va donc prendre, selon le biais technique, et j'entends bien, il faut comprendre dans vos têtes que c'est bien différent de la réalité physique des choses, qui va s'exprimer, comme on l'a dit, selon des choses très très stupides. Mais en attendant, il vaut mieux trader vos règles et pas commencer à introduire des notions genre que fait Nvidia dans l'équation. On s'en fout, aujourd'hui c'est Nvidia, demain ce sera un autre truc et ce sera constamment différent. Donc garder la constance, c'est un peu l'intérêt de l'aspect statistique dans le trading. Ça apporte une constance dans l'application des règles. Ok, donc maintenant que cette petite introduction est faite, revenons sur le technique, mais là encore, sincèrement, vous allez voir que ça arrive très vite à la conclusion. Donc on est toujours dans cette structure de flux, je dézoome en daily pour qu'on la voit un petit peu mieux, donc troisième flux qui a largement déjà proposé ces troisièmes bornes sur lesquelles nous devions sortir. Ici, nous avons vu des troisièmes bornes en retard. Maintenant, comme on l'a dit, c'est impossible de les trader, hein. C'est-à-dire c'était la raison pour laquelle on faisait contexte à contexte. Ici, c'était très difficile pour vous de vendre cette troisième borne et je vous avais déjà averti du fait qu'on risquait de ne pas vous en proposer. Et c'est un peu ce qui s'est produit. C'est-à-dire, on vous prend un peu à contre-pied, ça casse le contexte et ça explose tout avec les news des semaines passées. Bon, maintenant, le V-bottom arrive et donc la structure de ce range, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On est en train de faire la cinquième borne avec une troisième borne en retard. Et ici, à ce stade-là, vous savez que la seule chose qu'il y a à faire, si vous voulez trader ce range, c'est de mettre vos Fibos. Hein. Et ça, on en avait parlé la semaine dernière, d'ailleurs, de mémoire, pour dire, voilà, vous avez vos Fibos, vous êtes bien ici au-dessus des contextes résistants sur un Fibo. Vous avez donc ici la stratégie de vente dans borne nœud de ce graphique. C'est donc là où, pour ma part, je me suis positionné vendeur et j'ai dit, je m'en fiche de savoir Nvidia, machin, tout le bordel. C'est ici, pour moi, que se trouve le trade nœud de cette stratégie et point barre. D'accord? Maintenant, comme on l'a dit, comment on invalide ce truc? On fait un nouvel all-time high et le schéma se répète. Est-ce qu'on aura derrière enfin une troisième borne qu'on pourra trader? Peut-être. Est-ce qu'elle sera elle aussi en retard? Est-ce qu'on va tout enfiler en ligne droite pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Vous n'en savez rien. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que dans la stratégie de flux, ce qu'on avait déjà dit est tout autant viable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas anticiper la nature réactive ou non d'une troisième borne, ce qui fait que vous auriez dû récupérer vos profits ici. Il n'y a donc pour ma part plus d'acheteurs de flux dans ce marché haussier qui est en dérive perpétuelle à la hausse en attendant de se manger un renversement. Trader ce premier flux vendeur, normalement, ne fait pas partie de la stratégie. J'en vois toujours beaucoup dans le Discord. Essayez de l'attraper. Et ça me paraît toujours très compliqué de vous rappeler que le premier flux, normalement, on ne le trade pas. Donc par contre, j'avais bien dit, si des troisièmes bornes nous sont proposées, celles-là, je pense qu'elles sont tradables. On l'a vu en l'occurrence, ça n'a pas été le cas, mais vous pouvez tout à fait trader la cinquième ou etc. Pour ma part, ici, si vous voulez vendre, les seules stratégies qui permettent de le faire sont celles que je viens de citer. Si vous ne voulez pas vendre, parce que, encore une fois, vous vous en foutez du premier flux, vous le laissez se produire, vous attendrez les retracements pour vous exposer au deuxième flux, là où les règles sont claires, ça me semble être la bonne approche pour l'instant sur le S&P 500. Ne pas chercher ce fameux sommet, quand concrètement, on va bien l'expliquer, et on l'explique chaque semaine, personne, ou en tout cas beaucoup de personnes ne veulent pas le voir se produire. Il y a des intérêts à la fois politiques, financiers, bref, concrètement, il y a beaucoup de choses très subjectives qui viennent se mêler à la complexité technique de cette zone. Cela dit, pour ma part, et je vous l'avais dit, je ne vois pas d'alerte de volatilité, m'invitant à trader bêtement et méchamment ce que je vois sans me laisser impacter par tout ce qui se dit.
Et Dieu sait que la tension, je la ressens et je la vois et je vous en parle chaque semaine sur les briefs de moyen terme, pour vous dire, on est sur une zone clairement pivotante où attention, quand ça va envoyer le signal swing, les conséquences vont probablement percoler sur les 4 prochaines années. Mais à quel moment je vous ai dit d'appliquer ça sur l'intraday? À aucun moment. L'intraday, c'est vraiment, on l'a dit et répété, on met ses petites œillères, on arrête de réfléchir et on regarde ce qu'on a en face. Ne voyant pas d'alerte de volatilité ou quelque autre alerte de gestion du risque m'invitant à ne pas trader à la vente cette zone de borne nœud, perso, je la prends point barre. Nvidia, je m'en cogne, c'est un trade comme j'en prendrais des centaines dans des situations similaires. Point barre. Est-ce que ça veut dire derrière, ah ouais, mais j'augmente l'objectif parce que je veux viser plus? Non, non, je m'en fous, c'est du borne nœud. Donc moi, je vise là et terminé. D'accord? C'est vraiment le truc le plus con qui puisse se produire. Ok? Et vous aurez vu qu'on a une borne acheteuse ici. Donc pour ma part, Nvidia, pas Nvidia, volatilité, pas volatilité, je m'en tamponne. Ce trade, pour ma part, ne peut pas avoir un objectif supérieur à 5230 sur le S&P 500. Ça veut dire, normalement, à 5230, on doit acheter. Ok? Voilà un peu l'intérêt, donc bien comprendre, suivre la stratégie tant qu'elle est là, arrêter de continuer de me faire des stratégies du futur en mode si se passe ci, alors il va faire ça, 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 ça. Non, non. Ici en intraday, c'est simple, net, précis. On a un range neutre, on trade la borne si on le veut. Si on veut pas, bon, bah, c'est ce que vous voulez, c'est votre problème. Moi, pour ma part, il y a donc des signaux, tout ce qu'il faut, l'algo détecte. Bref, le reste, je m'en fous, c'est le marché qui décidera. Mais moi, ici, j'applique la stratégie. Maintenant, sur les cryptos. Alors là, ouf, bon sang, c'est une histoire. Donc ici, pareil, je vais dézoomer peut-être un tout petit peu, même si... alors je vais dézoomer et je vais passer en mode Bollinger ici, comme ça vous aurez la borne de volatilité là, hein, d'accord? Donc bien comprendre notre schéma ici de flux. Donc le premier flux, pareil, ici, squeeze des bornes de volatilité. Le deuxième flux qui se fabrique donc non pas sur la moyenne, mais sur la borne de volatilité basse. C'est parti. Et là, même chose. Boum, on vient chercher la volatilité basse, on remange une petite quenelle, etc. Et on est toujours dans l'attente du déploiement de ce troisième flux qui nécessitera le franchissement des 74 000 $. Ça peut encore largement consolider dans cette structure. Je vous rappelle, à partir du moment où on touche la borne de volatilité basse, on se positionne. À partir de là, on gère son risque. Comme vous avez des alertes de volatilité en daily et en 4 heures aussi, on a vu, il y en a partout sur Bitcoin. Soyez très prudents. Pour ma part, Bitcoin ne fait que remuer la semoule et tous les gogols à l'intérieur n'arrêtent pas de s'amuser tous les 4 matins à prévoir on va casser ci, on va casser ça et puis en fait on ne bouge pas. Donc attendez, soyez patients. Tout comme à l'époque ici, on aurait fallu être très patient avant d'avoir le déclenchement, c'est la même chose ici. Ça partira quand ça voudra bien partir et ça ne garantit encore une fois rien du tout. Ça veut juste dire qu'en appliquant vos règles statistiques qui doivent être appliquées de façon non biaisée et pas d'intervention spéculative du genre ah ouais mais moi je pense que cette fois ça va être différent. Non, non, on s'en fout. Cette fois vous y exposez comme les fois d'avant et on réfléchit pas outre mesure. D'accord ? Donc on est relativement patient ici, on comprend que le deuxième flux a été très long, très puissant en termes de reward et qu'une consolidation un peu rallongée, c'est rien de bien méchant. Ça s'est déjà produit, ça se produira encore. Vous devez appliquer une gestion du risque, c'est-à-dire si vous avez payé cette borne de volatilité, vous devez tolérer un risque maximal. Étant donné toutes les alertes de volatilité qu'on avait en 4 heures, moi je vous ai quand même dit, à mon avis, il ne faut pas mettre vos stops à 35 000 balles. Voilà, c'est juste de dire, ça me paraît un peu con parce que je pense qu'on peut y aller sans aucun problème. Et pour autant, ça ne doit pas vous dire, ah bah du coup j'atteins à 35 000. Non, on s'en fout. C'est écrit où que vous devez attendre plus bas parce qu'il y a des alertes de volatilité? Non, c'est juste s'il y a des alertes de volatilité, vous tradez là où vous devez trader, mais vous mettez vos stops plus loin et vous réduisez de facto les tailles de position. C'est aussi con que ça. Et surtout ça, ce qui m'énerve, c'est que je vois beaucoup de gens qui, malgré la non-subjectivité des règles, arrive quand même à introduire de la subjectivité dedans. Et je trouve ça gênant, j'ai quand même travaillé très dur pendant des années pour essayer de construire des règles immuables, stratégiquement relativement simples à comprendre, et potentiellement simples à appliquer également. Et pour autant, je vois que la psychologie humaine et ses méandres continuent de trouver de la subjectivité partout, alors même là où il n'y en a pas du tout. Je veux dire, le flux, je ne peux pas faire plus simple comme stratégie en termes de débilité. C'est-à-dire de simplicité des règles et de simplicité d'application. Et je vois que même là, vous arrivez encore à sombrer dans les méandres du « ouais, mais si, ça », alors que c'est clairement écrit que vous ne devez pas du tout en tenir compte. Donc ici, j'aimerais que ce soit simple. Alors, il y a d'autres cas ici, comme par exemple là où il y a encore plus de volatilité et des facteurs extérieurs, comme sur Ethereum, où normalement tout le monde a dû payer ici, et oh mon Dieu, comme on l'a vu ici, on a eu une alerte de volatilité très rapide, et certains n'ont pas eu le temps d'y réagir,
Et certains se sont peut-être fait stopper ici pile poil sur le point bas. Si vous aviez mis un stop ici pratiquement 1 pour 1, eh bien effectivement vous êtes un peu emmerdé. Il s'agit juste de vous dire ici que si vous n'avez pas été stoppé parce que vous avez justement vu l'alerte de volatilité, bah, là en soi, ici on sait une seule chose. Pardon, c'est que votre stop maximal il est là. D'accord? Votre stop minimal il était ici. Et autrement dit, si vous l'avez mis au minimum, vous avez probablement été stoppé, rien ne vous empêche de reprendre le trade. D'accord? C'est de dire, dans ce cas-là, vous avez été stoppé, vous rachetez par là, et vous reprenez le trade. Vous remettez un stop, en sachant que quoi qu'il arrive, votre stop, il se trouve dans cette zone ici. D'accord? Et cette zone, elle doit être donc gérée de façon relative aux éléments de gestion du risque que vous récoltez. N'ayant pas reçu d'alerte de volatilité sur Ethereum, pour ma part, je pense que si vous avez mis votre stop là et que vous êtes fait stopper, ça vaut la peine de le reprendre, ce trade. D'accord? Si ça n'a pas été le cas, alors bien comprendre aussi que si vous aviez mis 2% de risque sur ce premier trade et que vous remettez 2% de risque, concrètement, il faut être conscient que sur ce trade, vous avez risqué 4%. Hein, donc il ne faudra pas faire ça sur tous les trades. Mais ici, dans ce cas présent où vous faites chasser par un méchant market maker qui fait un peu n'importe quoi et qui n'est pas très réputé non plus dans l'écosystème, franchement, faites attention. Ok? Mais moi, je pense que c'est surtout de la fumisterie. Donc, on fait gaffe. Si vous mettez votre stop au maximum, bon, encore une fois, dans ce cas-là, vous réduisez surtout votre espérance de gain. C'est-à-dire, vous entrez ici, vous mettez un stop aussi large pour viser, on a dit, au moins ça. Puisque, de base, ici, vous avez au moins une récupération des profits en franchissement de l'ATH. D'accord? Donc, pour ma part, sur Ethereum, les rewards valent le jeu. D'accord? Il n'y a pas de garantie, ça se trouve Ethereum va là et vous allez vous faire stopper même si vous mettez le stop tout en plus bas. D'accord? Vous n'en savez rien, ça ne prédit pas le futur, ça dit juste que dans ces situations-là, ne laissez pas entrer les biais extérieurs. Vous connaissez la rationalité technique de cette stratégie qui dit que le stop minimal a peut-être été atteint, le stop maximal on en est encore très loin et le gradient entre les deux dépend de votre sensibilité au risque. Et ça, encore une fois, vous devez la capé par des mesures directes. C'est pas ah ouais mais je pense que Ethereum c'est pas bien parce que les mecs ils disent ça sur les réseaux ou je sais pas quoi. Vous n'aviez aucune raison ici succinctement importante, relativement importante, justifiant de changer la gestion du risque pour un stop plus large. Cette volatilité est apparue au dernier moment et elle s'est exprimée en plus parce que je vous rappelle une alerte de volatilité ça veut pas dire que ça va accessoirement être volatile, ça veut dire qu'il y a des risques de volatilité. D'accord? Mais là, on n'a plus rien. La volatilité s'est exprimée et je vois juste des gens qui partent du principe que du coup, il y a encore plus de volatilité qui arrive. Mais on se détend. Moi, je ne vois pas de nouvelle alerte de volatilité depuis. Je pense encore une fois que repayer l'Ethereum si vous vous êtes fait stopper, c'est la meilleure chose à faire. Si vous ne vous êtes pas fait stopper, je pense que garder votre trade initial et patienter, c'est la seule et unique chose à faire. Arrêtez de vous bourrer le mou avec tout un tas d'informations, etc., etc. Oui, je sais que les time frames sont longs, hein, puisque donc cette consolidation, on est dedans en fait depuis le mois de mars, et elle est longue, et elle est accessoirement douloureuse depuis les dernières semaines, mais encore une fois, on s'en fout. Vous ne devez pas essayer de réfléchir au-delà de ce que vous voyez. Sur ces graphiques-là, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il y a en revanche sur Bitcoin beaucoup de raisons de s'inquiéter. D'accord, on va voir le nombre d'alertes de volatilité répétées qui m'invitent à être très prudent sur Bitcoin, pas vraiment sur Ethereum. D'accord? Mais comme vous le voyez, encore une fois, Ethereum n'a pas montré beaucoup d'alertes de volatilité, il en a montré une et ça s'est exprimé. Regardez le nombre d'alertes de volatilité sur Bitcoin qui n'ont pas été traduites par des mouvements volatiles sur le prix. Autrement dit, là encore, trader ce que vous voyez, ça ne garantit pas d'une réussite de quoi que ce soit. C'est juste statistiquement viable si vous le répétez constamment, durablement, avec le même enjeu, c'est-à-dire les mêmes règles à chaque fois. Vous voyez des alertes, vous modulez votre gestion du risque en fonction. Généralement, alerte de volatilité veut dire réduisez le risque, repoussez les stop-loss, ne vous faites pas choper comme des malpropres. Mais ça ne garantit pas que ça va se produire pour autant. Et il faut que vous ayez imprimé dans vos têtes cette approche rationnelle des marchés, c'est-à-dire sur la biais technique, qui est ce qu'on exploite à 100% dans les flux, le biais fondamental n'existe pas sur ces time frames, puisqu'il ne s'exprime pas sur des durées aussi courtes, et la psychologie de marché, c'est le cadet de vos soucis. C'est l'affaire des débiles qui ne savent pas quoi faire et quoi dire dans les marchés et qui constamment vont essayer de créer des théories fumistes. Donc arrêtez ce genre de délire. Oubliez la psychologie dans les flux, c'est normalement, statistiquement, effacé à travers le temps. C'est-à-dire, la psychologie peut impacter 1 ou 2 ou 3 ou 4 de vos trades, on s'en fout. Ça peut très bien être 4 trades d'affilée. Et ça va vous donner l'impression que, putain, franchement, j'aurais gagné à avoir utilisé la psychologie. Et pour autant, sur une série de 100 trades, vous vous rendrez compte que c'est négligeable.
Apprenez à négliger les choses qui sont statistiquement non relevantes et au contraire de vous concentrer sur les choses qui le sont. Si vous avez appliqué ces stratégies suffisamment longtemps, vous savez que ça gagne à la fin. Ça ne gagne pas sur ce coup-là ou le coup suivant, ça ne garantit rien de tout ça, mais vous êtes pratiquement sûr de gagner de l'argent sur 100 trades à condition que vous acceptiez de respecter les mêmes règles tout le temps. Ok ? C'est hyper important. Si vous modulez la gestion du risque, c'est pas parce que vous avez un sentiment, ou que vous sentez le machin, ou qu'on vous a dit que ça risquait de faire ci ou ça sur les réseaux. Vous regardez uniquement les informations disponibles sur votre graphique. Et j'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous voulez savoir encore une fois comment faire ça, c'est-à-dire oui mais en attendant moi je ne peux pas être devant les graphiques en permanence machin et réagir au marché. Je vous rappelle que vous avez des alertes pour ça. Vous pouvez en l'occurrence ici vous mettre une alerte sur Framework pour dire voilà je veux être alerté, d'accord, de tous les contextes ou autres trucs du genre et là ça me permettra éventuellement de savoir où ça va. Ok, je vais faire une mise à jour d'ailleurs de Framework dans laquelle je vais vous rajouter effectivement les alertes de volatilité, dans lesquelles vous serez alerté pour les squeezes, c'est-à-dire le manque de volatilité, d'accord, et les alertes de volatilité en question, d'accord. Ça vous alertera pour les deux en un. Ok, ça veut dire concrètement ici, il y a quelque chose qui va altérer votre gestion du risque et le positionnement de vos stop-loss. Ok, donc très important, j'espère que vous en ferez bon usage. Mais encore une fois, je vous le rappelle, sur ces unités-là, surtout en 4 heures, vous n'avez pas besoin d'être devant vos graphiques en temps réel. On s'en fout. L'alerte de volatilité, si vous la voyez que le lendemain, en soi, ça devrait aller. Or, quelques rares cas, comme par exemple Ethereum, où il fallait clairement être là pour la voir et réagir relativement vite, puisqu'elle est apparue ici. Et vous voyez, hop, c'était donc entre guillemets, le signal a été clôturé à 14 heures le 2 août, et vous voyez que en soi, ça a frappé surtout le 4. Vous aviez 2 jours pour vous en rendre compte. Donc encore une fois, sur ces unités de temps-là, franchement, je pense que l'alerte, c'est un luxe si vous pouvez le faire, ça vous permet de vous reposer l'esprit, mais je pense qu'il ne faut pas aller au-delà du raisonnable dans ces mesures-là. C'est-à-dire, ne cherchez pas la perfection, et honnêtement, si vous, ce jour-là, l'alerte de volatilité touche le marché et que pendant ces 48 heures, vous n'aviez pas pu être devant vos écrans pour le voir, merde, c'est pas grave, c'est un trade et vous y survivrez. Ok? Donc j'espère que c'est important, je voulais faire encore ce petit rappel psychologique, je vois surtout des dérives chez certaines personnes, mais c'est tout, encore une fois, une large partie des gens appliquent quand même relativement bien ces trucs-là, et j'en suis très satisfait. Donc c'est pas pour faire une généralité, juste pour dire, pour ceux qui tombent dans ces biais psychologiques, vous savez ce que vous devez faire pour progresser, je vous invite donc à appliquer de façon bête et méchante ce que vous voyez et d'arrêter de venir stuffer constamment des choses irrationnelles là où on fait tout pour les supprimer. Allez, bonne journée à tous, bonne semaine, à la prochaine, ciao ciao.